Je me rappelle pas du premier client, mais je sais que c'était à Saint-Germain. C'est venu un peu bêtement parce que j'étais avec un copain, quoi. Et on y allait souvent l'après-midi pour manger. Et c'est des types à pied, quoi, qui, dans le drugstore, ils nous faisaient des propositions. Ça est arrivé plusieurs fois. Et ça a commencé, la première fois, c'est comme ça. Ça a été tellement vite après. J'ai eu beaucoup d'argent par rapport à ça aussi. Il y a eu ça. Mais c'est pas pareil que dans la rue, quoi. Parce que le faire dans la rue, c'était, je sais pas, à ce moment-là, j'aurais jamais pensé faire ça dans la rue, quoi, vraiment. Et ma mère, elle savait même pas que je faisais ça. Mais c'était tout au début. J'en avais même pas parlé. Parce que si j'avais tout dit au début, peut-être que là, elle n'aurait pas été d'accord. Je pensais pas à comment elle pouvait réagir. Je m'appelle José, j'ai 60 ans, je suis veuve, jeune retraitée, et j'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont 7 ans de différence. L'aîné a 37 ans, il est informaticien, et l'autre, Jean-Marie, est devenu Sandra. Mais depuis l'âge de 6-7 ans, j'avais un pressentiment, je sentais en elle quelque chose qui annonçait qu'elle serait comme ça maintenant, quoi. Je l'ai ressenti très tôt. Je suis habituée à lui dire elle depuis tellement d'années maintenant que je la considère vraiment comme une fille déjà. C'est horrible, hein. J'aime pas ça en vrai. Le rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi tu t'en mets si tu l'enlèves. Mais non. Avec mon mari, le ménage était bien, mais on vivait chez les beaux-parents. Et comme nous nous sommes séparés, je pense que Sandra en a subi les conséquences et que ça a joué beaucoup sur son psychisme. J'en sais rien, je sais pas. Alors là, vraiment, à l'âge de 14 ans. 14 ans, elle s'habillait différemment des autres garçons, il n'y a pas de problème. C'était des vêtements un petit peu bizarres, enfin. C'était trouble comme personnalité. Dans son attitude, tout ça, elle avait des petites manières. Je ne peux pas dire des manières qu'on appelle aujourd'hui des manières d'homosexuels, mais il y avait quelque chose qui me laissait prévoir que ça serait comme ça. Mais je n'ai rien fait, croyez-moi, pour que ça, ça s'accomplisse. C'est-à-dire que je souhaitais toujours que ça ne se réalise pas. Mais j'y songeais. J'y songeais, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui me disait que ça serait comme ça plus tard. Mais comme pendant longtemps, ce n'est pas moi qui l'ai élevé, pour, je vous dis, des raisons de séparation avec mon mari. Parce que moi-même, je suis orpheline de guerre. Ma mère a été tuée à la guerre, mon père s'est remarié par la suite. Alors, si vous voulez, je n'ai pas eu de famille, je n'ai pas été élevée par mes parents. Et moi, à ce moment-là, quand je me suis mariée, pour moi, je trouvais une famille. Et ma belle-mère, c'est elle qui a gardé mes enfants pendant un certain temps parce qu'on ne voulait pas que moi, je les ai. J'en ai beaucoup souffert, d'ailleurs. Enfin, moi, je les voyais toujours séparément, quoi, au début. Quand j'étais très jeune, c'était plus ma mère qui me manquait quand... Des fois, je la voyais, je la voyais le samedi ou le dimanche. Et ça me paraissait long, des fois, la semaine. Enfin, je sais qu'elle, elle me manquait plus que lui. Je vivais toute seule à ce moment-là, dans un autre appartement dans la région parisienne.
Alors, Sandra venait enfin, Jean-Marie, à cette époque-là, passait la soirée du samedi, l'après-midi du samedi avec moi et le dimanche. Et puis le grand venait aussi le dimanche. Je les voyais quand même dans la semaine, mais pour l'avoir avec moi, surtout le samedi soir. Comme il était petit, il dormait avec moi. Mais je ne le voyais pas, je le voyais une fois ou deux dans la semaine, c'est tout. Pas tout le temps. Moi, j'ai eu énormément de mal à l'appeler Sandra. Ouais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Mais ça a été une obligation parce que tu m'as obligée. Sinon, elle se fâchait, elle menaçait de ne plus me parler. Il fallait que je l'appelle Sandra. Ah oui, oui, c'était ça. C'était des colères. Parce que je vous ai dit, elle était caractérielle. Elle est toujours un petit peu coléreuse. Pas méchante, mais habituée, l'enfant gâté, habituée à ce qu'on lui cède à tous ses caprices et qu'elle obtienne toujours ce qu'elle veut. Et moi, c'est le tort que j'ai eu. Comme je la voyais pas beaucoup, je lui donnais toujours tout ce qu'elle voulait. Je l'ai élevée comme on élève des enfants quand un couple est séparé, comme beaucoup de gens. Dans la rue, si vous voulez, il se sentait mal à l'aise parce que, d'une part, grande, avec certaines manières, on se retournait sur lui, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, et il était toujours habillé en garçon. Alors après, il a décidé de se mettre en femme, et quand il s'est aperçu que ça passait mieux, bon ben, il est resté comme ça. Et il s'est toujours mieux senti dans sa peau après. Enfin, moi, je me sentais bien, moi, ça m'était égal. Hein. Enfin, ce qui m'a toujours gênée, c'est par rapport aux gens, quoi, c'est tout, qui me regardaient différemment. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal, hein, de toute façon. Ton grand-père, lui... Non, lui, il n'a même pas fait attention. Il n'a jamais fait... Bon, il était assez âgé quand elle s'est mise en femme. Tu l'as vu une ou deux fois. Il m'a posé des questions, pourquoi, et moi qui ne suis pas méchante, vous voyez, je me suis raccordée, je me suis remise bien avec mon beau-père au moment où il allait mourir. Et je lui ai expliqué la chose autrement, en lui faisant comprendre que pour Sandra, il y avait un problème au niveau du sexe, quoi. C'était pas vraiment ni un garçon, ni une fille. Je n'ai pas voulu lui dire qu'il était homosexuel, si vous voulez. J'ai parlé plutôt comme s'il était hermaphrodite. Alors, il a mieux compris la chose, puis il m'a dit, tu prendras bien soin du petit, avant de mourir. Mais ma belle-mère, elle l'assumait très bien, mais elle était toujours avec lui, en fille par la suite, mais elle l'appelait toujours Jean-Marie aussi. Alors, ça faisait drôle quand on était quelque part, c'était toujours Jean-Marie, Jean-Marie. J'ai commencé à faire des hormones, mais la personne avec qui j'étais, il ne voulait pas que je fasse ça. D'ailleurs, il m'avait dit, si moi je vois que tu as des seins qui poussent ou quoi que ce soit, je ne reste pas avec toi. Parce que moi, je lui avais dit que je pouvais très bien en prendre, et puis sans lui dire. Bon, et puis il m'avait tout de suite dit qu'il le verrait automatiquement. Bon, mais après, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais quand ça a commencé à se développer, comme c'est tout doucement, quoi, il l'a vu, mais après, il n'a rien dit du tout. Et lui, bon, il a accepté. Et même après, au contraire, il préférait que je sois en femme que comme avant, quoi. Entre les deux, quoi. Parce que pour lui, c'était pareil, on se faisait moins remarquer. Ça ne se voyait pas qu'il était homosexuel ni rien. Moi, c'est-à-dire qu'il soit homosexuel, je pense que chacun choisit sa vie, puis c'est pas de sa faute. Il a voulu être, enfin, il est devenu homosexuel, c'est parce que c'est la nature qui a voulu qu'il soit comme ça. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, ça. Est-ce que ce sont des gènes différents? J'en sais rien, je ne sais pas. Ce sont ses goûts, c'est le désir, le besoin d'être comme ça, je ne sais pas.
Mais la prostitution, je l'ai mal vécue. Et d'un autre côté, comme il était rejeté partout pour du travail, parce que quand il s'est mis en femme, il n'avait aucune qualification professionnelle, parce que comme il a quitté l'école très tôt, enfin il a fait quoi, un an et demi de lycée, alors il n'avait aucune formation dans rien. Et là, il fallait bien qu'il essaye moi, je voulais qu'il travaille, en somme. Alors, je lui ai dit, bon, puisque tu es en femme, essaye de trouver une place de vendeuse, fais quelque chose comme ça, puisque tu n'as pas de qualification professionnelle. Alors, on est allés tous les deux voir, par exemple, pour être engagés aussi bien à la Samaritaine, au printemps, n'importe où. Dès qu'on montrait la carte d'identité, ah, mais vous n'êtes pas une jeune fille, vous êtes un garçon. Je regrette, on ne peut pas vous employer. Alors il a toujours été rejeté, donc il est retombé dans le milieu de la prostitution. Puis je vous dis, comme il était très indépendant, il voulait bien me voir, mais il ne voulait pas que je m'occupe de sa vie. Il avait sa vie avec son ami. Et moi, je comptais beaucoup dans son cœur, mais pas à me mêler de son ménage, en somme. Donc il a vécu par le produit de la prostitution. Mais son ami, par contre, travaillait lui aussi. Lui travaillait normalement, il avait un métier, voilà. Hein? Oui. Puis après, il y a eu d'autres déboires. J'ai bien dû accepter. J'avais commencé un stage dans une boulangerie, là. C'est là aussi que les patrons, tout ça, ils disaient par exemple comme quoi j'étais... Ouais, que j'avais trop de manières, tout ça, quoi. Ils se foutaient de moi, quoi, c'est tout. Et autrement... et des spectacles, tout ça, les trucs entraîneuses, tout ça, ça m'a jamais tenté. De toute façon, je connaissais rien d'autre où ils pouvaient employer des travestis, quoi. J'avais fait l'école de mannequin pendant un moment. Ouais. Mais en mannequin femme. C'est pareil, hein, c'était pas... Et puis, alors là, ça marchait bien. Puis au moment de faire les composites, les photos et tout, la maison a fait faillite. Alors on a perdu tout ce qu'on avait versé. On avait versé beaucoup. Alors moi, suite à un concours, une fois que j'avais envoyé sa photo sur un magazine, si vous voulez, elle a été convoquée par un monsieur qui voulait faire une couverture et des photos d'elle. Bon, il a fait des photos et tout. Quand il a su après que c'était un garçon, ils ne l'ont pas pris. Alors elle a été dégoûtée. Il a couché avec moi et après il m'a dit les autres 1500 francs, je comprends bien que on ne peut pas se permettre de te faire paraître dans ce magazine. Si quelqu'un te reconnaît, tout ça, tu vois. Et il m'a dit on ne donne pas le reste de l'argent. Ça, c'est souvent qu'on a essayé de voir pour du travail. Alors là, tout de suite, elle était désespérée. Hein. Dès qu'on avait eu un refus, elle m'a dit, tu vois bien, c'est pas possible, il n'y aura rien. Je ne trouverai jamais rien. Alors hop, elle continuait, quoi. On traverse. J'ai commencé à sortir en dehors de l'école, hein, je veux dire, j'ai toujours fréquenté des copains un peu plus âgés que moi. J'allais déjà en boîte à 15 ans et elle venait me rechercher le soir. C'est-à-dire que moi, je cavalais partout après parce que je me demandais où il était parti. Et je le cherchais partout parce que dans les boîtes, ils n'ont pas le droit d'avoir des mineurs. Je me souviens même avoir fait des scandales dans certaines boîtes. Et à l'âge de 17 ans, là, j'ai eu le choc de ma vie. Quand, dans une boîte de la rue Sainte-Anne, je me suis adressée au portier. Je lui ai fait voir la photo de mon fils en lui disant, écoutez, je recherche ce mineur. Moi, par un de ses petits camarades, je sais qu'il vient souvent chez vous, donc vous me laissez entrer. Il n'a jamais voulu me laisser entrer parce que c'était une boîte réservée uniquement aux homosexuels. Je lui ai dit, je vous préviens, il est mineur, moi je vais mettre la police dans le coup si vous ne me faites pas entrer. Et quand il a vu la photo, il m'a dit, mais madame, votre fils, mais qu'est-ce que vous croyez, il est mineur?
Mais c'est comme un adulte pour nous. Il se prostitue dans la rue, il est là sur les voitures le soir. Alors si vous avez à le chercher, vous venez le chercher là dans la rue. Vous ne venez pas le chercher chez nous. Ah, je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Je suis tombée presque par terre. J'étais complètement bouleversée d'apprendre ça. Et là, j'ai fait plusieurs fois la rue pour essayer de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Et puis, bon, ben, je suis rentrée à la maison. Puis il est rentré sur le matin. Et là, on a eu une discussion. Puis c'est là qu'il m'a avoué après qu'il se prostituait. Il avait 17 ans. Je ne savais que pleurer. J'étais effondrée. Il n'y avait pas à discuter, c'était comme ça, puis c'est tout. La chose était accomplie, il fallait que je la subisse. J'ai essayé de savoir pourquoi, alors elle m'a dit que c'est parce que d'abord, elle voulait des beaux vêtements, elle avait, ses camarades avec qui elle sortait avaient toujours des vêtements de toute beauté. Bon, ben, elle voulait les mêmes, des pulls d'une grande valeur, enfin, assez onéreux. Je sais pas, moi, à ce moment-là, tu m'as expliqué tout ça, puis je dois dire que c'était l'argent facile, quoi, voilà. Mmh. Hein, je crois que c'était ça. Mais ma mère, elle a peut-être pensé plutôt que c'était un passage, que j'allais faire ça un moment, je sais pas. Enfin, elle ne savait pas tellement quoi faire. Parce qu'en plus, elle habitait seule. Alors... parce que même, de toute façon, qu'elle me disait de ne pas faire quelque chose, si je voulais le faire, je l'aurais fait. C'est ça aussi. En somme, tu m'appelais au secours quand ça n'allait pas avec ton ami. Parce qu'il y avait des disputes, des scènes de jalousie entre eux. Alors ça, maman, au secours, j'ai toujours été derrière lui. Alors, comme elle avait un ami coiffeur qui lui déjà se prostituait, on pense qu'il l'a un petit peu... Enfin moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, que c'est un petit peu lui qui l'a mis là-dedans. Enfin, je ne voudrais pas rejeter la responsabilité sur cette personne non plus. Je ne pense pas à ça, il ne faut pas que j'y pense. Enfin, à cette époque-là, je ne voulais pas y penser. C'était comme si elle travaillait à l'extérieur, c'est tout. C'était le moyen pour elle de vivre. Pour moi, c'est ma fille maintenant, depuis des années. Ma fille ou mon fils, c'est mon enfant et moi, je le regarde toujours comme mon enfant. Pour moi, je les regarde avec les yeux de l'innocence, moi, vis-à-vis de lui, c'est tout. Ou d'elle, comme vous voulez. Donc, il faut dire que tu t'es installée vraiment, vraiment dans la prostitution le jour où ça a cassé pratiquement avec son ami, qui a eu une grosse dispute. Et elle est sortie en boîte pour le rendre jaloux. Lui a donné un coup. Et c'est à ce moment-là qu'un petit camarade bien intentionné lui a fait goûter à la drogue. Alors donc, du jour où il a goûté à la drogue, ça a été une fois, le lendemain, le surlendemain. Et puis voilà, donc après, pour pouvoir s'offrir sa drogue, il était vraiment obligé de se prostituer. Parce que moi, là, je ne pouvais plus rien, je ne pouvais pas fournir. Moi. J'ai toujours dépanné par la suite, parce qu'on vient pleurer. Et une mère, même si elle ne veut pas voir son enfant, on ne veut pas voir souffrir les gens. Donc j'étais bien obligée de l'aider, même en sachant que ça ne pouvait pas lui faire de bien. C'était terrible d'avoir à supporter ça, mais j'étais obligée d'y passer. Je veux dire, ça a été vite, parce que le temps que je me retrouve accro, je ne le savais pas, quoi, parce que j'en prenais, pendant un moment, j'en prenais tous les jours, ce qui fait que je ne savais même pas que j'allais être malade si j'en prenais pas le lendemain. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce que le jour où j'avais rien, ben c'est là que je commençais à transpirer, à être malade. Et puis, après que j'étais vraiment accro, c'est là que ma mère est arrivée avec mon frère.
et un docteur, quoi. Et ils m'ont... On l'a un peu forcé à se désintoxiquer à la maison. Je me suis retrouvée pendant 15 jours. 15 jours clouée au lit. Endormie. Et à marcher vraiment très lourd. Comme un robot, quoi. Ouais, il me faisait Vivait des plus. piqûres. Le médecin qui était venu pour la drogue, c'était un spécialiste, il lui avait donné vraiment un traitement tellement fort Trop fort. qu'il a failli en mourir. Alors mon médecin de famille est venu, il nous a dit arrêtez tout ça. Et puis tout doucement, là on l'a fait décrocher. T'as tenu le coup bien 6 mois la première fois. Oui. Et puis là, t'as connu un autre garçon, je crois que c'était fini avec le premier, qui lui prenait, elle est retombée dedans. C'est comme ça. Ouais. Ça a recommencé. Et moi, j'ai vu aller lui chercher sa drogue. Parce qu'incapable de se lever. Déjà, rien que pour la drogue, je me fais énormément de soucis parce que toujours à me demander si ça va bien se passer, parce qu'il y a eu une période où elle shootait. Alors je me disais, mon Dieu, si elle n'est pas là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Si ça se trouve, elle est quelque part, elle est morte. Toujours à penser, voir le mal avant toute chose, quoi. Alors là, elle me faisait prévenir. Heureusement. Alors je débarquais au commissariat tout le temps. J'ai tout le temps été derrière elle. Et en somme, c'est un peu ce qu'on m'a reproché parce que je pense qu'au lieu d'avoir essayé, j'ai toujours voulu essayer de la sortir de la France dans laquelle elle se trouve, si vous voulez. Mais je n'y suis jamais parvenue parce qu'elle a toujours eu besoin de moi et moi, je crois que j'ai aussi besoin d'elle. Et j'ai trop fait pour elle et c'est lui faire mal au lieu de lui faire du bien. Il aurait fallu que je la laisse à ses responsabilités, qu'elle soit toute seule, qu'elle se débrouille. Tant pis si ça n'allait pas, qu'elle puisse pas s'acheter à manger, qu'elle puisse pas s'acheter de cas, qu'elle soit malade, mais j'aurais dû la laisser. Je pense que je ne lui ai pas fait de bien en lui donnant l'argent quand elle m'en demandait. Mais remarquez que si je ne le donnais pas, alors qu'elle savait que j'en avais, c'était des comédies. Des comédies à crier dans la maison, à avoir des ennuis, vous voyez, avec les voisins ou quoi que ce soit. Donc, toujours obligé de céder. Et moi, le peu que je gagne, ben, ça part là-dedans aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais rien pu lui refuser. Je ne peux pas, elle a besoin. Donc, je suis bien obligée de donner. Puis quand j'en ai plus, il n'y en a plus. Je me suis vue aller emprunter à des commerçants pour pouvoir donner sur le moment quand elle était en manque. Parce que les crises de manque, c'est terrible. Mais mon fils aîné m'a dit, maman, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Par contre, il voulait toujours qu'on le mette dans des institutions pour décrocher à chaque fois qu'il se plongeait. Mais tout ça, c'est pas bon, ça n'existe pas, ça, réellement. Si vous voulez, c'est pas valable. Pour la journée. Attention, rigole pas. Disons qu'on s'entend bien toutes les deux. Mais il y a toujours ces problèmes de calme. Et là, moi, ça me démonte. Je supporte plus, je peux pas. On peut rien faire, en somme. On peut pas avoir une conversation avec un drogué. La conversation qu'on a avec une personne qui se drogue, c'est quand elle est droguée, qu'elle a pris sa came, qu'elle n'est pas encore complètement défoncée. On peut discuter. Ils promettent toujours tout. Tout. Je ne le ferai plus, je te promets, maman, c'est fini, j'en ai marre, ça coûte trop cher, etc. Ça me rend malade. Mais dès le lendemain, si elle manque, mais ça recommence. Donc on est toujours obligé de céder. Enfin, pour moi. Et à chaque fois que j'ai arrêté, quand ça marchait, c'est quand c'était de moi-même, dès le départ. Il faut que ce soit elle qui ait décidé d'arrêter. Si c'est moi, par exemple, qui lui dis toujours, je t'en prie, arrête, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, tu t'abîmes la santé, regarde, tu maigris, tu manges plus, etc. Bon, oui, je vais arrêter, mais elle ne peut pas. Il n'y a rien à faire, elle ne peut pas. Il faut que ce soit elle qui en ait marre, qui décide un jour d'arrêter. Par exemple, là, bon, elle veut arrêter, elle veut, mais elle ne peut pas, parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur d'être mal.
Quand elle est venue habiter avec moi, j'ai vu, moi, ne plus avoir d'argent, être obligée de réveiller mon fils aîné pour lui demander qu'il vienne me dépanner en pleine nuit. Comme elle avait le petit copain aussi, il fallait qu'elle fournisse pour lui. Après ça, lui, il est parti. Bon, elle s'est retrouvée toute seule avec moi, mais plus ça va, plus elle en prend. Donc, automatiquement, il y a des fois, elle avait plus envie d'aller travailler, elle faisait pas son argent. Alors moi, ce que je pouvais gagner, en dehors des frais de la maison que je pouvais payer, je donnais de l'argent pour. Des fois, c'est 2 fois, 3 fois être obligé d'y aller. L'argent s'en va à une vitesse folle. Alors, il m'est arrivé de ne pas pouvoir payer le loyer, de ne pas payer l'électricité, mais de la contenter d'abord. Parce que sinon, c'est atroce de voir quelqu'un de malade qui se tord, qui se roulerait par terre, qui crierait, qui serait prêt à taper, pas sur moi spécialement, mais à faire des bêtises. Alors je ne pouvais pas supporter, donc obligée de donner. Alors le loyer n'était pas payé, l'électricité, puis jusqu'au jour où on a eu un drame. Être obligé de mettre une bougie dans la chambre, moi m'endormir de l'autre côté, ça a pris feu. Il y a eu un incendie, enfin par combustion. J'avais les petits chiens qui sont morts asphyxiés. Moi j'ai été emmenée à l'hôpital. À la suite de ça, on a perdu le loyer, le logement. Je n'étais pas assurée. On l'a quand même remis en état avec mon fils aîné. Et puis voilà, on s'est retrouvés à la rue et depuis 1 an et demi passé, on est à l'hôtel. Alors on voyage d'hôtel en hôtel, des hôtels à 300 francs, 250, 200, 150 par jour. Et pas toujours au même endroit parce que les hôtels à 300, on ne peut pas les assurer tout le temps. Ça représente une brique par mois. Alors moi, le salaire que j'avais, c'est que je suis en retraite depuis 1 mois. Donc maintenant, c'est tout petit. Je ne peux plus apporter et Sandra ne peut pas payer et la cam et l'hôtel et tout. Et moi, à 60 ans, je vais finir dans un hôtel aussi. Et en plus, il n'y a pas que l'hôtel, il y a la nourriture. C'est un hôtel où on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas faire notre cuisine. Donc bien souvent, on achète des plats cuisinés qui nous reviennent beaucoup plus cher que si j'arrivais à faire notre petite popote. C'est pas la même chose. Puis il n'y a pas l'intimité, c'est une petite pièce, on ne peut pas remuer. C'est pas pareil. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir perdu toute dignité d'être comme ça. On n'a pas de solution. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Elle me dit toujours, parce que je lui dis, mais je suis fatiguée maintenant. Il y a des fois, j'en peux plus. Alors je lui dis, tu sais, le jour où il va m'arriver un pépin, si je viens à mourir, parce que qu'est-ce que tu vas devenir? Elle me dit qu'elle ne pourrait pas, que s'il m'arrivait un malheur, qu'elle mourrait aussi, quoi, qu'elle se suiciderait. C'est ce que tu dis. Ouais. Mais enfin, tu tiens quand même à la vie, je suppose. Non, elle a bien vécu seule. Avant moi, elle a géré sa vie. Elle savait bien. Et c'est pour ça, je pense que moi, je l'ai trop enfermée après. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle saurait même plus débrouiller. Enfin, si elle saurait se débrouiller, c'est pas... Je ne vais pas la faire passer pour une idiote quand même, elle n'est pas idiote. Mais je veux dire par là qu'elle aurait beaucoup plus de mal maintenant. Elle compte sur moi pour tout. Je vous dis pour tout. Mais c'est comme ça, parce que moi-même, vous comprenez, je n'ai pas eu... si vous voulez, je me suis retrouvée sans amour. J'ai bien eu de la famille, ils m'aimaient bien, mais ça ne remplace pas l'amour d'une mère. Et moi, j'ai manqué de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'amour maternel. J'ai manqué d'affection. Alors, je considère que j'étais quelqu'un d'abandonné, tout seul. Pourtant, j'ai une tante extraordinaire, la sœur à ma mère qui s'est occupée de moi, des grands-parents, tout ça, mais j'ai été trop trimballée d'une famille à une autre. Alors, automatiquement, pour moi, je suis quelqu'un sans foyer. Après, je me marie pour vivre avec des beaux-parents, mais qui nous ont oppressés, qui ne nous ont pas laissé vivre notre bonheur, à mon mari et à moi. On a été un peu enfermés, comme j'enferme Sandra maintenant. Je le reconnais.
Mais je ne pourrais pas, elle, la laisser tomber parce que j'ai l'impression que si je la laissais tomber, elle ne serait plus rien, puis moi non plus. On ne peut pas vivre maintenant, je pense, l'une sans l'autre. Puis après tout, c'est ça l'amour. Quand on aime, il y a des sacrifices à faire, c'est tout. J'aime ma belle-fille, j'aime mon fils, j'aime tout le monde. Non, parce que dans le fond, Didier pourrait être jaloux. Lui, par rapport à Sandra, Sandra n'a jamais été délaissée, comme je délaisse Didier. Moi, ce que je veux qu'il sache, c'est que je les aime autant. Hein, Oh non, mais elle reconnaît quand même. Elle reconnaît. J'ai une peur, quoi. Une peur constante qu'elle tombe malade. C'est-à-dire qu'au début, elle a eu du mal à vivre. Pour elle, elle s'est dit, je suis séropositive, donc condamnée à courte échéance. Bon, maintenant, on s'efforce de ne pas en parler, mais de surveiller. Elle fait ses examens régulièrement. Bon, tout marche bien. Elle n'a aucun traitement puisqu'elle n'est pas déclarée. Donc, elle est aussi saine que moi je puisse l'être, quoi, c'est tout. Mais vous savez, on peut vivre des années, ça peut ne jamais se déclarer. Moi, je sais pas, je m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais. Puis je pensais aussi que quand on a ça, qu'on ressent quelque chose tout de suite, c'est ça aussi. Je savais pas du tout. Bon, ça, c'est vrai, ça fait mal, je sais pas. Enfin, c'est surtout au début que je me sentais très. Puis le moindre truc que j'avais, je pensais que c'était ça. Ouais, Oui, il suffisait qu'elle ait mal à une jambe, elle se disait ça y est, je commence à être malade. Alors qu'en fait, il faut avant toute chose avoir le moral pour ça. Les clients qui passent là, sur le cours, je prévenais pas puisque de toute façon je faisais que pour la fellation, alors je prévenais jamais. Sauf si on me demandait vraiment. Quand on me demande, des fois, je le dis. Mais c'est un truc qui se cache beaucoup moins qu'avant. Comme on est à l'hôtel, c'est pas, on est presque tout le temps ensemble, quoi. Comme elle travaille plus. Ce qui me gêne, c'est d'essayer qu'elle voie, qu'elle sache ce que je fais, tout ça. C'est un peu gênant des fois. J'aime mieux pas trop y penser, quoi. C'est ça, surtout ça. Et bon, comme je ne travaille plus, qu'elle travaille le soir tard et voire même une partie de la nuit, bon, c'est elle-même qui des fois me dit bon ben maman tu viendras. Alors au début c'était parce que comme on est à l'hôtel, il fallait qu'on fasse au moins un repas chaud par jour. Donc le soir on mangeait au restaurant. Alors souvent j'allais, je l'attendais sur un banc un petit peu en retrait quand même derrière. Puis les filles viennent me dire bonjour, elles m'embrassent tous, ça va Madame José, bonjour, etc. Et quand il fait très froid, eh bien, je me réfugie dans les toilettes du cours de Vincennes. Mais je m'enferme, hein, personne ne me voit. Et quand une fille a besoin d'entrer dedans pour travailler, comme on dit, bon, ben, elle frappe, je sors et puis je me cache un petit peu derrière, j'attends. C'est peut-être une attitude un petit peu bizarre de ma part, mais c'est comme ça. Il faut dire que là où je suis, on n'a pas non plus la télé pour l'instant. Alors moi, je ne peux pas non plus rester confinée toute la journée dans une chambre d'hôtel. Alors c'est quand elle sort que je sors. Alors je veux bien aller au cinéma, un petit truc, mais on ne peut pas se permettre de faire non plus des folies. Et puis, je vous dis, elle a déjà eu une ou deux fois des problèmes, des fois avec des clients. Ça arrive, hein, toutes les filles en ont. Alors, je ne peux pas faire grand-chose à ce niveau.
Mais c'est rassurant de savoir que si elle se mettait à appeler ou à crier, que moi je puisse, il y a assez de voitures de police qui passent, les appeler. Mais on parle avec les policiers, ils ne disent jamais rien. Mais enfin, après avoir parlé avec les filles, moi je me promène ou je vais m'asseoir, il m'arrive de faire des mots croisés, j'attends ou je vais prendre un petit crème quelque part, puis j'attends, puis elle me dit, bon ben tu viens me rechercher et on va à Stalingrad. Oui, je voulais te dire bien souvent on lui dit, mais Sandra, t'as pas honte d'amener ta maman là-dedans? Ou alors, mais madame, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous prenez, qu'est-ce que vous consommez? Vous prenez de l'héros aussi? Ah là 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 là, quelle faune! C'est incroyable de se retrouver mélangé avec tous ces gens qui essayent de vous agresser, de vous arracher votre argent ou de vous prendre ce qu'elle a acheté. Il y en a qui nous poursuivent jusqu'au métro pour lui dire « Sandra », parce qu'ils se connaissent tous par leur prénom. « Donne-moi un petit peu de ci, donne-moi un peu de ça, t'as dit que tu me ferais tourner. C'est moi qui t'ai présenté le dealer, il faut que tu me fasses tourner. » Alors un jour gentil, un jour méchant. Maintenant j'ai peur, j'ai mal dans le ventre à l'idée de devoir aller à Stalingrad, je tremble. Je sais que c'est pas marrant, c'est pas marrant pour elle. Parce que, enfin, c'est surtout par rapport à la drogue, quoi. Parce que, évidemment, elle prend pas tout ça, mais elle se rend compte de ce que c'est. Et elle me suit partout, quoi. Parce que, enfin, elle me suit, elle me fait... Elle accepte, quoi. Il ne faut pas que je l'envoie ou qu'elle y aille seule. Parce que c'est en plus, bon c'est vrai, parce que c'est dangereux. Bon, mais même en plus, elle n'a rien à voir dans tout ça en fait. Enfin, le plus simple, ce serait que j'arrête, quoi, tout ça. Bon, ça irait mieux. Mais bon, il y a toujours des filles qui viennent proposer. On refuse une fois, deux fois, puis après, bon, ça va vite. C'est pas facile dehors, quoi, enfin dans la rue. C'est pas facile d'arrêter. Il faut la volonté de ne pas recommencer, quoi. Non, mais je vais faire le traitement là, de méthadone. Bon, mais ça, j'ai tardé beaucoup parce que je voulais pas le faire. Parce que je préférais arriver à arrêter de moi-même complètement, quoi. Pas pour prendre ça à la place. Mais bon, comme 2 fois j'ai recommencé, c'est pour ça que je vais essayer ça, parce qu'au moins déjà il n'y aura plus les problèmes d'argent et je serai plus obligée non plus d'aller faire ce que je fais, quoi. Pour ça en plus. Enfin bon, je sais que je dois y aller et puis j'y vais. Mais enfin, ça me plaît pas, quoi. Alors là, maintenant, pour moi, c'est un travail, je sais pas, il me donne l'argent, je ferme les yeux, et voilà. C'est vrai, je les regarde même pas, je peux pas. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir des clients, des jeunes, des mecs qui me plaisent. Et c'est déjà à partir du moment où ils sont venus me voir et qu'ils m'ont donné de l'argent, je suis dégoûtée. Enfin, c'est bizarre, c'est vrai. Des fois, je comprends pas. Il y a des fois, j'ai envie de tout casser pour voir si elle va réussir à s'en sortir toute seule, pour qu'il y ait une réaction de sa part. Mais c'est presque tous les jours que je me dis, bon ben, Sandra, c'est terminé. Si tu n'arrêtes pas, c'est terminé, je m'en vais. Et puis je ne peux pas, je peux pas la laisser. J'ai plein d'amis qui me disent, mais il faut que tu décroches, coupe le cordon ombilical. Mais je ne peux pas.
Et puis d'autant plus que maintenant, elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec sa séropositivité. Alors on ne sait pas. Moi, je ne peux pas la laisser, j'aurais trop peur d'un suicide. Je ne sais pas, j'ai des idées folles qui me passent dans la tête. Mais moi-même aussi, des fois, j'ai des idées de me dire, bon ben aujourd'hui, je vais me planquer sur le métro, ça sera fini. Il y a des fois, je me dis, j'aimerais autant mourir. Quelle vie on a? On n'a rien, on n'a plus d'avenir. Pour moi, on n'a plus rien. J'ai quand même encore quelques affaires, mais moi j'ai perdu beaucoup, moi, dans cet incendie par combustion. J'ai perdu ma télé, des meubles, tous mes papiers. Pour ma retraite, mais c'est pas possible, les papiers qu'il faut que j'essaye de fournir. J'ai toutes mes feuilles de paye de toute une vie qui sont brûlées, que je n'ai pas pu récupérer. On est même sans identité, si vous voulez. C'est ça qui est moche en plus, sans identité, parce que nos papiers d'identité ont été détruits dans l'incendie. Et maintenant, pour prouver, je suis une sans domicile fixe. Et il faut rester, je ne sais pas combien de temps, dans le même endroit pour pouvoir se faire refaire une carte d'identité. Et puis moi, j'ai quand même travaillé toute ma vie. Bon, j'ai le droit aussi un petit peu au repos. Ça ne peut pas durer encore comme ça, sans peut pas. Bon. Et puis, parce que c'est lié. Pour elle, elle dit toujours qu'elle est foutue, qu'elle est condamnée. Donc, automatiquement, la cam n'a rien à foutre. Mais moi, je lui dis que si elle se calme, là, c'est sûr qu'elle ira plus rapidement. Alors qu'il faut arrêter pour se préserver. C'est toujours, c'est un circuit fermé, hein, de toute façon. Alors maintenant, on attend la méthadone. Mais on voudrait aussi se sortir de la situation dans laquelle on est, quoi. Parce que je vous dis, si elle prend de la méthadone, puis du jour au lendemain que c'est pour se retrouver dans une chambre d'hôtel, donc moi j'ai peur que ce soit une histoire sans fin, quoi. Heureusement qu'il ne fait pas trop froid. Il fait froid aujourd'hui. Mais ça travaille, c'est essentiel. J'ai eu une explication avec Sandra, je me suis disputée avec elle. Ça s'est plutôt mal passé. C'est-à-dire que moi, quand je dors la nuit, elle me ramène n'importe qui, des fois dans la chambre, et puis bon, elle me réveille plusieurs fois, et là on a eu une discussion. Et l'autre soir, je suis rentrée parce que je l'attendais dans un lieu fixe, et je l'ai attendue jusqu'à 2h30 du matin. Ne la voyant pas venir, moi je suis rentrée à l'hôtel. Et là, bon, bien j'ai découvert qu'elle était dans la chambre et il y avait un petit jeune homme avec elle. Bon, moi ça ne me dérange pas. Mais alors je venais pour me coucher et j'étais pas très heureuse qu'elle m'ait fait patienter comme ça de 8h du soir à 2h30 du matin. Alors on a commencé à avoir des mots. Elle m'a même insultée, mais je crois qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Alors ça s'est plutôt mal passé, ça a dégénéré, elle élevait la voix et elle m'a demandé carrément de partir. Alors je lui ai dit, mais enfin c'est pas normal, je suis quand même, je suis dans ma chambre, je voudrais me coucher. Alors le jeune homme qui était là, bien sûr, s'interposait entre elle et moi, il voulait que je me couche. Ça a fait une histoire pas possible. Et je suis partie dans la nuit en pleurant. Elle ne s'est pas occupée si j'avais de l'argent, si je savais où aller coucher. Pour elle, ça ne posait aucun problème. J'allais me débrouiller, c'était pas grave. Alors ça m'a fait terriblement mal et je me suis rendu compte, je me suis dit mais c'est pas possible, elle m'aime pas. Et puis je lui en voulais beaucoup à Sandra sur le moment, je lui en voulais terriblement. Je lui en voulais tout en me disant elle est malheureuse, elle a rencontré quelqu'un, elle veut être toute seule avec. Je lui pardonne, mais
Mais d'un autre côté, ça me fait mal, quoi. Je ne comprends pas son attitude. On aurait dit que c'était une autre personne qui me parlait, que j'avais une étrangère devant moi. Jamais elle ne m'avait parlé comme ça. Tout le temps, je dis, bon, cette fois-ci, elle n'arrête pas, je m'en vais, je m'en vais. Mais je ne peux pas partir, je ne peux pas. Il y a toujours quelque chose qui me retient, on dirait qu'il y a quelque chose, un gros aimant qui tire sur moi, qui m'empêche de partir. Peut-être que tout le monde ne peut pas comprendre parce que c'est difficile. Je crois surtout qu'il faut le vivre pour le comprendre. Moi, je trouve que ce sont les autres parents qui ne font rien pour leur enfant, qui sont drogués, qui ne sont pas normaux. Parce que si on fait un enfant, on doit aller jusqu'au bout, avec lui, dans sa misère. On dit toujours les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc je lui écris une lettre pour essayer parce que je sais que quand je lui parle, elle me répond, elle n'écoute même pas ce que je dis. Il m'est déjà arrivé, il y a de ça un certain temps, d'écrire une lettre et en général elle les conserve et elle les relit. Et elle m'en parle, elle me dit « t'as été dur avec moi » ou « tu m'as dit ci » ou « tu m'as dit ça ». Je crois que ça marque davantage. Mais ce n'est pas une lettre très méchante que je lui ai écrite. C'est plutôt un petit peu... Moi, je trouve que c'est plutôt un acte d'amour envers elle pour lui prouver que je l'aime quand même, mais que je lui en veux quand même de ce qu'elle m'a fait. Voilà. Alors, vous savez, elle n'est pas méchante au départ. Hein. Alors voilà. Ma chérie. Tu sais, je ne viens pas te faire la morale. D'abord, je n'en ai pas le courage et ensuite, je n'en ai pas le droit. Je désire seulement te parler sur ce morceau de papier. Quelquefois, on se comprend mieux. Voilà, tu es mon enfant et tout simplement, je t'aime. Et pour exprimer l'amour, la tendresse, il n'y a que ce mot-là qui est magique. Il résume tout. Je tremble un peu en écrivant. C'est l'émotion et la peur de te perdre, perdre ta chère présence. Mais je pense que pour toi, surtout, il était temps de faire le vide. Il faut tout rebâtir, Sandra, réapprendre à vivre le mieux possible. Toi comme moi d'ailleurs. Nous sommes arrivés en haut de l'échelle et je crois que si on monte encore un échelon ensemble, on se cassera la gueule toutes les deux. Depuis pas mal de temps et en particulier depuis 4 jours, tu as beaucoup changé, tu es devenu impossible. Tu mènes et me mènes une drôle de vie. Tu as dépassé les bornes. Toutes ces insultes diaboliques, méchantes, insoutenables pour une mère m'ont déchiré le cœur, tu sais. Hier soir en particulier. Je ne pourrais même pas écrire ce que tu as proféré en paroles. Tu n'as fait aucun effort. Et pour moi, c'est un petit peu ça qui a tout déclenché. C'est là même que j'ai vu à quel point tu ne penses qu'à toi et que tu ne m'aimes pas. Je ne peux croire que tu aies changé à ce point. Je te cherche encore une excuse, tu vois, en me disant que ce n'est pas ta faute, que c'est la cam, etc. Et pour finir, tu me mets à la porte de ma chambre pour clôturer le tout, parce que tu as rencontré un petit copain. Et voilà, je suis partie dans la nuit, j'ai erré, j'ai dû mendier de l'argent pour essayer de dormir dans un lit. Ce n'est pas bien, tu sais. Pourtant, je ne te juge pas et même, je te pardonne. Mais toi et moi, ça s'arrête là. Tu sais, je suis heureuse que tu aies quelqu'un dans ta vie. C'est mon vœu le plus cher. Te voir heureuse. J'ai donc pris mes affaires ce matin à l'hôtel. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour payer les nuits qui sont dues. Je te laisse à ton bonheur tout neuf. J'espère qu'il durera longtemps. Moi, je ne peux plus supporter te voir prendre des cailloux, de la drogue, des galettes. Je préfère ne plus te voir. Ça pourrait changer si tu le voulais, si tu arrêtais tout ça. Mais j'imagine que dans ta tête, vu ta conduite, ton désir est plus fort et tu n'as plus envie de me fréquenter de toute façon. Ça, je le ressens. Je te laisse quand même un point de ralliement. C'est l'hôtel où nous étions. Ils reçoivent mon courrier et je resterai en contact avec eux au cas où une lettre me parviendrait de ta part. Sinon, une commission que tu peux laisser à une fille du cours. Bien entendu, ça c'est si tu le décides et que tu décides de me contacter.
Voilà, c'est tout. Je n'ai plus rien à te dire, seulement sois heureuse, fais le point sur ta vie, mange bien et prends soin de toi. Réfléchis que tu pourrais être quelqu'un de bien si tu arrêtais toute cette merde. Je t'aime très très fort, maman. Alors, je ne sais pas si ça a pu la toucher, je ne sais rien. Moi, je l'ai écrit avec mon cœur, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Ferme, je vais voir s'il y a de l'eau, comme ça je me lave les mains. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Je ne sais pas. Je me suis rendu compte que depuis 2 jours, 3 jours, comme nous ne sommes plus ensemble, moi je tourne en rond comme un fauve. Le fait qu'on ne soit plus ensemble actuellement, pour moi, c'est cruel. Alors dans la journée, j'ai un petit peu erré à droite et à gauche. Et puis je savais que le soir, ça serait plus fort que moi, qu'il faudrait que j'aille dans l'endroit où elle travaille. Avec l'intention, pas de la rencontrer, mais de la guetter, de la percevoir, de voir si elle était là. Elle avait même plus de manteau sur le dos. Je ne sais pas si elle l'a vendu pour de la cam, si elle l'a donné. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a des fois, je me pose la question, mais enfin, je ne crois pas. C'est elle qui a besoin de nous. Enfin, non, on a besoin de nous mutuellement. Je dis des bêtises en disant que c'est elle qui a besoin de moi. Je mentirais parce que ça ne va pas. Donc, je crois qu'on aura du mal l'une et l'autre à se détacher. Mais c'est pas bon, ni pour elle, ni pour moi. Ça, je le sais. Mais c'est un fait. Je ne vois pas d'issue, je ne sais pas comment faire.